Deux mots me viennent à l'esprit, bravo et chapeau. Bravo, car vous avez répondu à notre appel à l'aide avec vigueur et rapidité. Et je suis en mesure maintenant de vous dire que vous avez mis TV Liberté à l'abri pour les tout prochains mois. Et puis, chapeau, parce que vous nous avez démontré en nombre et aux yeux de tous votre attachement à notre télévision alternative. Pour le président de la chaîne, Philippe Millot, pour nous, journalistes, techniciens, administratifs, c'est un honneur et un véritable motif de fierté. Merci. Les appels à votre générosité vont quitter les écrans de vos émissions. Pour autant, vos soutiens actuels et futurs restent indispensables car nous ne vivons que des dons et nous allons devoir retrousser nos manches et redoubler d'efforts dès la rentrée. Dans tous les domaines, il faut porter le fer contre les mensonges du pouvoir, contre les cabales politiques et médiatiques incessantes. Et il faut aussi dénoncer les imposteurs, comme ceux de la fausse écologie qui veulent instaurer la tyrannie verte, ces militants extrémistes, lobbyistes, communautaristes, qui salissent la vraie écologie en cachant les raisons réelles de la dévastation de notre environnement. On ne peut assister impassible à l'escroquerie intellectuelle et politique des Verts. Le risque mortel est qu'ils reconstituent une union de la gauche autour d'eux avec un programme qui conduise un peu plus à la faillite économique et culturelle de notre pays. La riposte de TV Liberté s'organise déjà et il faudra prendre la décision, par exemple, de s'emparer des sujets scientifiques avec une émission spécifique qui torde le cou à la pensée dominante et progressiste. Vous le voyez, le travail ne manque pas et votre aide est et reste indispensable. La rentrée va nous offrir des perspectives nouvelles, des nouveaux talents, des nouveaux actes, des nouveaux espoirs. Rien ne nous arrêtera dans notre volonté de gueuler la vérité maintenant et pendant les mois de juillet et d'août où TV Liberté restera à vos côtés. Merci pour votre aide passée. N'oubliez pas de vous inscrire à notre lettre d'information, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci pour votre soutien à venir. Et finalement, pas deux, mais trois mots. Bravo, chapeau et merci. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom du jour pour tout comprendre de la lutte des races, de la crise sanitaire à travers l'ingénierie sociale. Je reçois aujourd'hui Lucien Cerise. Bonjour monsieur. Bonjour. Lucien Cerise, vous avez une formation en sciences humaines et sociales avec une spécialisation dans le langage et l'épistémologie. Vous êtes l'auteur notamment de Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN, et de Neuropirates en 2016, réflexion sur l'ingénierie sociale. Justement, Lucien Cerise, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est l'ingénierie sociale ? Alors je propose la définition suivante. L'ingénierie sociale est la transformation furtive d'un sujet social, individu ou groupe. Je propose cette définition sur la base des travaux de gens qui m'ont précédé, donc le fameux épistémologue Karl Popper, qui en 1945 publiait La société ouverte et ses ennemis, et où il travaillait justement cette notion d'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'il a permis en fait de la faire connaître du grand public. Bon, bien que ses lecteurs étaient quand même un peu triés sur le volet, mais disons que la notion d'engineering of consent, par exemple, d'ingénierie de fabrication du consentement, était encore moins connue avant son ouvrage. Toutes les notions qui tournaient autour du contrôle social, du management, du marketing, étaient quand même assez réservées à des milieux professionnels, assez peu connus, ayant peu finalement de visibilité publique. Ensuite, donc le deuxième auteur dont je m'inspire, c'est un pirate informatique qui a en fait donné en quelque sorte le deuxième étage de la fusée de l'ingénierie sociale, donc un pirate informatique qui a commencé à œuvrer, à travailler dans les années 80, et qui s'appelle Kevin Mitnick, et qui a donc récupéré cette expression d'ingénierie sociale pour qualifier sa manière
de travailler, c'est-à-dire sa manière de pirater le facteur humain dans les systèmes de sécurité. C'est donc un pirate informatique un peu spécial, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas la machine, mais qui attaque l'utilisateur de la machine. Il s'est aussi illustré par des canulars téléphoniques, par exemple, et donc il a travaillé sur le concept de phishing en anglais, c'est-à-dire en français d'hameçonnage, qui consiste en fait à usurper une identité pour abuser de la confiance du sujet cible. Karl Popper, vous l'évoquiez, qui est en fait le théoricien donc de l'ingénierie sociale et aussi le mentor de George Soros. Vous aviez d'ailleurs signé la postface de cet ouvrage de Pierre-Antoine Plaquevent. Je me suis d'ailleurs intéressé beaucoup à cette postface pour réaliser cet entretien et donc voilà, vous parlez de comment créer de nouvelles normes mentales pour transformer la nature des êtres humains en réalité. Oui, tout à fait. C'est évidemment l'objectif de quelqu'un comme George Soros, c'est de mettre en quelque sorte entre parenthèses tout ce qui a fait l'espèce humaine, notamment ce que la théorie du genre appelle l'hétéronormativité, comme si c'était une norme parmi d'autres et que l'on pourrait finalement mettre de côté ou du moins que l'on pourrait en quelque sorte ringardiser. Et donc Soros soutient énormément effectivement tout le lobby LGBT. Et comment le cerveau également dissocie, enfin ne parvient pas tout à fait d'ailleurs à dissocier le réel du virtuel. Vous dites voilà, le cerveau humain ne distingue pas forcément ces deux notions. Il nous arrive par exemple de rire ou de pleurer, d'avoir des émotions devant un film. Oui, tout à fait, oui. C'est ça, c'est le rôle des neurones miroirs, c'est-à-dire qui en fait nous permettent de nous identifier à autrui. Du moins de nous identifier à ces émotions. Et en fait, les neurones miroirs ne distinguent pas effectivement le réel du virtuel. C'est-à-dire que nous pouvons nous identifier à des émotions sur un écran de cinéma, par exemple. De la même façon, les joueurs de tennis, les gens qui pratiquent le tennis savent qu'ils peuvent améliorer leur technique de jeu en regardant des matchs à la télévision. Enfin, il n'y a pas que les joueurs de tennis, mais les sportifs en général. Et donc, effectivement, ça, c'est ce qui permet effectivement aux médias de nous enfermer dans une sorte d'hallucination collective. Une sorte d'hypnose, d'ailleurs. C'est ça, une hypnose, oui. Alors ça, j'appelle ça du reality building. Bon, c'est un petit peu un clin d'œil au monde anglophone, puisque les anglophones aiment bien inventer des concepts à tour de bras et fondés sur des associations comme ça, sur des mots valises. Donc en fait, en français, on appelle ça du constructivisme, ni plus ni moins. Mais bon, pour sourire un peu, j'ai appelé ça du reality building, la construction de réalité. Et c'est effectivement... Ça repose sur le principe de l'hypnose, c'est-à-dire que la parole de l'hypnotiseur devient la réalité de l'hypnotisé. Et en fait, c'est le fonctionnement des médias. Une parole politico-médiatique va devenir notre réalité. Vous vous êtes également beaucoup penché dans vos travaux sur cette notion de biopouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire également pourquoi ce biopouvoir voudrait le confinement définitif de notre société, le confinement dans le cadre de cette crise sanitaire? Alors le biopouvoir, c'est une notion inventée par Michel Foucault et reprise par un philosophe italien, Giorgio Agamben, qui a d'ailleurs produit quelques articles très intéressants là depuis le début de l'année. Il s'est élevé justement contre les politiques de confinement de masse, c'est-à-dire de confinement des malades, mais aussi des bien portants. Et il a produit une critique en s'appuyant aussi sur un deuxième concept qui est de lui, qu'il n'a pas repris à Foucault, qu'il appelle la vie nue. Donc la vie toute nue. Qu'est-ce que c'est que cette vie nue? En fait, c'est la vie réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire biologique. Et il pose la question, mais qu'est-ce qu'une vie humaine? Qu'est-ce qu'une vie d'homme quand on abandonne tout pour, en fait, simplement préserver la vie biologique? Là, c'est ce qui nous est arrivé pendant le confinement. On a renoncé à tout. Évidemment, sous la pression, sous une pression politique, médiatique et policière intense, évidemment. Référence d'ailleurs à l'ouvrage de Foucault que vous venez de citer, Surveiller et punir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a vu l'application de ce que Foucault décrit, c'est-à-dire une surveillance panoptique. Puisque le confinement et la distanciation sociale, c'est le vécu quotidien, c'est le pain quotidien des prisonniers.
Et c'est ce qu'on nous a fait vivre. Mais je veux dire, ce n'est même plus métaphorique, là. Des prisonniers, d'ailleurs, qu'on a libérés. Voilà, c'est ça. Donc là, le ministre de la Justice a fait libérer. En fait, il est prévu de libérer 150 djihadistes, sur 3 ans, étalés sur 3 ans. Et puis, donc, des prisonniers de droit commun qui ont été libérés pendant le confinement. Là, récemment aussi, apparemment, le Parlement a voté une décision pour en finir avec la traçabilité numérique aussi des terroristes, enfin des gens qui sont jugés pour terrorisme. Donc en fait, on observe en fait une inversion complète du statut finalement du prisonnier et des gens normaux, du citoyen. Voilà. Donc je pense que ça ne se fait pas au hasard, parce que c'est tellement rigoureux en fait dans l'application. Que ça suppose une méthode de pensée, une méthode d'action. J'en parlais aussi dans Gouverner par le chaos dans la 2e édition. C'est-à-dire que là, il y a une confusion volontaire, même une fusion en réalité des statuts donc du prisonnier et de la liberté. En fait, aujourd'hui, nous sommes tous en liberté surveillée. Et en fait, il n'y a plus vraiment de distinction entre le régime carcéral et la liberté. Autre notion très importante, notion clé, celle de pompier pyromane. Pour vous, l'État aurait aidé cette crise à s'installer pour mieux en sauver les Français? Alors, volontairement ou involontairement, mais c'est bien ce qui s'est passé. Puisque le 24 janvier, à la sortie du Conseil des ministres de cette date-là, Agnès Buzyn nous dit il n'y a pas de problème, tout va bien. Les Chinois vont réussir à contenir l'épidémie chez eux. Il se trouve que l'OMS disait la même chose, et l'INSERM également. Voilà, donc manifestement, là il y a eu effectivement un laisser-faire, un laisser-aller, et un laisser-passer en quelque sorte du virus, de pays en pays. La première chose à faire, c'était effectivement de fermer les frontières. Mais après, c'est de savoir est-ce que c'était volontaire ou pas, est-ce qu'ils avaient vraiment conscience de la dangerosité, et est-ce qu'il y avait dangerosité d'ailleurs? Alors Agnès Buzyn est revenue justement sur cette déclaration du 24 janvier, dans un article, dans un entretien au Monde du 17 mars, où elle dit « J'avais menti. J'ai menti le 24 janvier. Je savais en fait qu'il y avait quelque chose d'énorme qui se préparait. » Bon, tout ça est tout à fait troublant. Donc là, si on met bout à bout, en fait, cette persistance dans l'erreur, enfin toutes ces erreurs persistantes, il y a de quoi se demander, effectivement, si on n'est pas dirigé par des gens qui veulent finalement nous empoisonner. Enfin, je veux dire, en fait, qui veulent nous... Mais est-ce que le pompier pyromane peut être encore pompier, vu maintenant, est-ce qu'on peut se dire que le feu est un peu hors de contrôle et qu'on ne va jamais pouvoir sauver la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Alors après, il faut effectivement se demander dans quelle mesure les mesures de contrôle social, de surveillance, etc., ne sont pas en fait une exploitation d'un problème réel, mais relativement anodin. Enfin, je veux dire, ce virus ne tue pas, n'est pas si dangereux que ça. Je veux dire, il tue des gens qui sont de toute façon en fin de vie, et dans l'immense majorité des cas. Donc après, on peut se demander aussi dans quelle mesure le confinement, par exemple, n'a pas augmenté le taux de mortalité. Il y a quand même un certain nombre de contradictions logiques dans la narration politico-médiatique, puisque on nous dit simultanément que il y a eu une hécatombe dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Mais précisément, les maisons de retraite sont les lieux, les environnements les plus confinés. Donc là, on ne peut plus dire que le confinement sauve des vies dans ces conditions. C'est purement logique. Puis peut-être également l'usage dans ces établissements de ce médicament, le Rivotril, qui a pu peut-être précipiter des gens. Oui, en plus, dans la tombe. Vous estimez aujourd'hui, Lucien Cerise, que le gouvernement n'a qu'un seul objectif, un objectif double, la vaccination de masse et la surveillance électronique. Expliquez-nous un peu d'où vous tenez ça.
Alors, je le tiens en fait de Bill Gates, hein, qui dans un entretien sur son blog a dit clairement, hein, pas de retour à la normale. Hein. Enfin, et puis il l'a pas que dit que sur son blog, dans un entretien écrit, il l'a dit aussi en vidéo, enfin dans des entretiens vidéo. PDG de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, voilà, PDG de Microsoft, et il a dit très clairement, voilà, pas de retour. En tout cas, ouais. Pas de retour à la normale, sans vacciner toute la planète, pour ainsi dire, et sans surveillance électronique. C'est-à-dire, en fait, surveillance électronique pour discerner qui a été vacciné, qui ne l'est pas, etc. Ensuite, il est revenu, c'est assez étrange, hein, il est revenu sur la question de la surveillance électronique, enfin du certificat numérique, pour être précis, attestant donc de la vaccination ou pas. Il est revenu là-dessus en disant non, mais moi j'ai jamais soutenu ça. Alors que bon, il y a quelques semaines auparavant, il l'écrivait noir sur blanc et il le disait publiquement dans des entretiens vidéo. Vous relevez d'ailleurs cette phrase: les travailleurs humains, la société de consommation et les frontières nationales doivent être détruits. Les travailleurs humains. Oui, c'est-à-dire que dans le paradigme de Bill Gates, ce sont les robots et l'intelligence artificielle qui font tourner la machine. C'est le principe des smart cities, dans des villes intelligentes, entre guillemets, qui peuvent fonctionner sans humains. Ce que veut faire par exemple le prince Ben Salman dans son royaume saoudien. Au nord-ouest. Oui, mais en fait ça existe déjà. Enfin, il y a des villes en Corée du Sud en fait, qui peuvent fonctionner pratiquement sans humains. On voit ça arriver chez nous, hein, c'est-à-dire vous avez remarqué que les caissières des Monoprix sont remplacées, non pas par des immigrés, là en l'occurrence, mais par des lecteurs de code barre. Et on nous intime, enfin on nous invite à finalement faire l'opération par nous-mêmes au moyen de ces lecteurs de code barre qui remplacent la sympathique caissière traditionnelle. Vous évoquez, Lucien Cerise, j'aimerais qu'on aborde un maximum de questions. La mutation du Covid-19 ou l'apparition d'un nouveau virus et pourquoi pas celle d'un virus informatique bloquant Internet, un virus informatique donc, qui aurait cette fois-ci obligatoirement une origine humaine. Qui aurait intérêt au final à bloquer Internet ? Alors ça, cette idée-là que nous allons bientôt avoir affaire à un virus informatique et donc à une crise informatique globale, elle m'a été suggérée par Alain Bauer, qui pendant le confinement a fait une petite vidéo où il parlait de ça. Il disait, voilà... Ancien conseiller du président Sarkozy en matière de sécurité, Alain Bauer. Oui, voilà, et puis il a un parcours en franc-maçonnerie aussi, et puis il était aussi conseiller du maire de New York après le 11 septembre. Et c'est quelqu'un qui, en fait, se fait le chantre, enfin le porte-parole de la justice prédictive. C'est-à-dire, en fait, la possibilité de pénaliser quelqu'un sur la base de son potentiel de passage à l'acte. C'est un film avec Tom Cruise, ça. Alors, tout à fait. Minority Report. Tout à fait. Et en fait, Alain Bauer a bien l'intention que ça devienne la réalité. Et donc, vous craignez, vous, personnellement, une deuxième vague ou l'apparition d'un virus Internet ? Je pense que en fait, quand Alain Bauer dit, comment dire ça, parle de ses craintes concernant ça, en fait, il annonce plus ou moins ce qui va nous tomber dessus, ce qui va se produire. Et donc, ce qui permettrait, parce que là, la deuxième vague, on nous en parle déjà. Donc, la deuxième vague, il y aura un reconfinement, c'est évident. Mais qui peut s'additionner avec un virus informatique qui paralyserait Internet, du moins de larges segments d'Internet, pas forcément la totalité, puisque le pouvoir en a besoin aussi. Donc le pouvoir saura se défendre contre ce virus, mais pas forcément les utilisateurs, je dirais comme vous et moi. Donc, certains certains observateurs ont pu, à l'occasion de cette crise, évoquer la formation de ce projet de gouvernement mondial. En quoi cette structure supranationale aiderait à la bonne gestion d'un accident, d'une lutte contre la pandémie du Covid-19 ? Alors, le raisonnement suivi par ces personnes, ces leaders d'opinion comme Jacques Attali ou Gordon Brown ou Henry Kissinger, qui ont tous convergé sur cette idée que, en fait, il fallait un gouvernement mondial. Le raisonnement est le suivant, c'est à problème mondial, solution mondiale, et donc solution mondiale centralisée par un gouvernement mondial. Ça, c'est leur point de vue. En quoi ce serait pas une bonne façon de gérer un tel problème ?
C'est-à-dire que, au contraire, justement, c'est-à-dire que comme l'espace n'est pas encore aboli, or l'espace est différencié, et donc il faut respecter ces différences. Alors évidemment, les gens qui vivent essentiellement maintenant dans le virtuel, ont l'impression que en fait que l'espace est aboli, que l'espace est tridimensionnel. Je veux dire l'espace dans lequel nous vivons. Or cet espace n'est pas aboli, il est différencié, et donc en fait moi ce que je pense c'est, j'applique plutôt cette espèce de maxime en fait qui est apparue dans les années 90 dans les mouvements altermondialistes ou antimondialistes, c'est à problème mondial, solution locale. Ça me paraît beaucoup plus sage puisque effectivement les problématiques sont différentes en fonction des lieux, en fonction même du climat, en fonction de plein de choses. Ça me paraît être parfaitement idéologique de considérer que les solutions peuvent être appliquées sans distinction sur toute la surface de la planète. La société de l'indistinction dans laquelle on veut nous faire rentrer, c'est la société de la confusion aussi. Donc non, je pense que effectivement les gens sont, les gens enracinés en fait, sont finalement beaucoup mieux en situation et en capacité de gérer ce qui leur arrive, y compris des problèmes de ce type. Responsabilisation des individus. Sachant que effectivement, quand il n'y a plus de mur dans une maison, le feu se propage plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut rétablir des limites. Ça, c'est un concept que je travaille depuis un certain temps. Le concept de limite qui est absolument central. La société liquide également. On va devoir avancer pour arriver à terme de cet entretien. Lucien Cerise, j'aimerais qu'on en vienne aux derniers événements liés à la mort de cet Afro-Américain George Floyd lors de son interpellation par un policier blanc. Comment se fait-il que sa mort ait pris un tel écho mondial ? Techniquement, ce sont les médias qui ont propagé l'image de cette mort et qui ont décidé d'en faire un problème mondial. C'est-à-dire que, en fait, des bavures policières, il y en a tous les jours. Là, il y en a une, pour des raisons effectivement un peu longues à expliquer, qui est exploitée, surexploitée, et qui essaye de s'imposer comme une nouvelle norme partout sur la planète. Alors que les problématiques de tension raciale aux États-Unis sont pas les mêmes qu'en France ni qu'ailleurs. Donc là, il y a effectivement une tentative de lissage international par les médias. Qui essaye effectivement d'homogénéiser finalement ce qui doit attirer l'attention, ce qui doit susciter l'attention. Il y a une tentative d'homogénéisation du temps de cerveau, de l'occupation du temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay. Les inspirateurs de cette minorité noire, qu'elle soit en France ou aux États-Unis, je vous ai un petit peu lu, Lucien Cerise, pour vous, c'est les Derrida, les Foucault, les Deleuze. Est-ce que c'est pas un petit peu ironique, au fond, que les inspirateurs de ces racialistes soient des Blancs ? Oui, évidemment, oui. Mais oui et non. C'est-à-dire que, puisque la race n'existe plus. En fait, quand ça les arrange, évidemment. C'est-à-dire, quand ça les arrange, quand il faut en fait justifier l'immigration sans limite, la race n'existe plus. On est tous frères, voilà. Et puis quand effectivement ça les arrange de souligner, de surligner, d'en rajouter sur les différences de couleur de peau, là d'un seul coup ça revient. Voilà. En fait, la récupération de ces auteurs français dits de la déconstruction, en fait, c'est simplement une déformation. Je veux dire, il est bien évident que les Michel Foucault et Jacques Derrida, on peut avoir avec ce qui se passe avec cette espèce d'application assez. C'est les initiateurs, c'est la créature qui a échappé au créateur, quoi. Oui, voilà. L'idéologie qui a échappé à l'idéologue. En fait, je me souviens de ce livre de 1995 sur les impostures intellectuelles, rédigé par j'ai oublié, j'ai leur nom sur le bout de la langue là. Il y avait Sokal et Bricmont. Voilà. En fait, eux-mêmes faisaient une caricature de tous ces auteurs français dits de la déconstruction, qui ont été effectivement adaptés au microcosme, à l'écosystème américain sous le nom de French Theory.
Et donc il est très facile de ne pas comprendre ces auteurs. Je veux dire, même des francophones comme Sokal, enfin Bricmont oui, il est belge, mais Sokal, je crois qu'il est américain. Enfin bref, il est très facile enfin, les malentendus abondent en fait quand on aborde ces auteurs, parce que en fait, on peut effectivement les caricaturer et puis ne pas comprendre qu'en fait eux-mêmes étaient conscients des limites de ce qu'ils disaient. Donc, quelle solution politique vous préconisez, Lucien Cerise, pour gagner cette bataille de l'opinion publique et organiser les masses ? Là, ce serait plutôt une solution métapolitique, puisque la bataille de l'opinion publique, elle se mène, je dirais, en amont de la politique politicienne. La politique politicienne, c'est le rôle des partis politiques. De gagner des élections. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, donc d'exister sur le terrain. Et en revanche, le travail sur l'opinion publique, c'est en amont des élections. C'est ce que, par exemple, les partisans de Trump ont fait en 2005-2006. C'est-à-dire l'alt-right, le mouvement de l'alt-right qui s'est lancé dans ce qu'ils ont appelé la memetic warfare, donc la guerre mémétique, en essayant donc de coloniser, enfin de prendre un maximum d'espace sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur candidat, en l'occurrence Donald Trump, au moyen justement donc de mèmes, sachant que en fait le mème a plusieurs définitions, mais globalement c'est en fait une unité d'information dont l'objectif est de convertir la cible. En fait, c'est de l'ingénierie sociale. Ça peut être aussi de l'astroturfing. Vous dites lutter avec humour, et d'ailleurs vous avez une phrase un petit peu pour illustrer ce slogan, et qui en est un d'ailleurs: quand on n'a pas les millions, il faut être des millions. Oui, tout à fait. Oui. Quand on n'a pas les millions de George Soros, il faut être des millions pour contrebalancer sa capacité de créer des phénomènes de société. Quand on a beaucoup d'argent, on peut effectivement faire de l'ingénierie sociale avec finalement peu de monde. C'est-à-dire que si on contrôle les médias, qu'on peut payer des gens à faire justement de la guerre mémétique ou de l'astroturfing sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'être très nombreux. Voilà. En revanche, en face, quand on n'a pas les moyens de payer beaucoup de gens, c'est le bénévolat. Mais le bénévolat, c'est rentable. Enfin, je veux dire, c'est intéressant à partir du moment où on est très nombreux. Donc en fait, le nombre de militants bénévoles peut compenser finalement le manque de moyens, le manque de capital économique. Le capital humain peut compenser le capital économique absent. Et de votre point de vue, du point de vue politique et non pas métapolitique, il faut donc jouer le jeu des organisations politiques de masse. Oui, puisque de toute façon, en fait, si on se contente de faire de la métapolitique, en fait, on parle dans le vide. Enfin, on prêche dans le désert, puisqu'il n'y aura jamais de conséquences concrètes dans le réel. En fait, à un moment, il faut être en mesure de faire la loi, c'est-à-dire de la rédiger. D'avoir les forces de l'ordre et l'armée de son côté, en fait. C'est ça. Sinon, être chef de l'État, quoi. Chef de l'État, alors, dans un premier temps, en tout cas, à conquérir des morceaux de l'institution. Avant le couronnement, je dirais, des présidentielles, en fait, je dirais qui peut paraître un petit peu utopique dans l'état actuel pour, je dirais, les partis populistes français, même si c'est possible dans d'autres pays, faut pas l'oublier. Ça s'est fait, ça a été possible dans d'autres pays. On peut se demander pourquoi pas en France, mais il y a tellement de mauvaise volonté aussi de la part, je dirais, des souverainistes ou du camp national, que on se demande s'il n'y a pas aussi, je dirais, une espèce de volonté suicidaire en fait, finalement à passer son temps en fait à se diviser, à se subdiviser en sous-groupes et au lieu de converger. Donc, mais en tout cas, une chose est certaine, des victoires locales sont possibles. Il y en a eu déjà. Au municipal, oui, voilà. Et puis, au-delà de ça, effectivement, dans les départements, dans les régions, et puis aux législatives, dans les circonscriptions. Ce que je veux dire, c'est que même si on ne peut pas mettre notre candidat à l'Élysée, on peut quand même peut-être envisager d'avoir une minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Et ces 84 plaintes, ce sera ma dernière question, Lucien Cerise, qui ont été enregistrées contre des ministres
Le Premier ministre est très touché avec Mme Buzyn et Véran, les nouveaux et anciens ministres de la Santé. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces plaintes? Vous pensez qu'elles peuvent aller à terme? Je l'espère. Qu'elles peuvent en tout cas finir devant un tribunal? En fait, c'est un rapport de force qui est encore indécis. Donc là, moi, la question que je me pose, c'est comment gagner ce rapport de force. C'est pas moi qui vais y participer. Enfin, je ne suis pas compétent sur ces questions-là. Mais en fait, j'essaye de ne pas être. C'est-à-dire je sais pas comment dire ça, mais j'essaie de ne pas être spectateur simplement de ce qui se passe, de l'actualité. Et je me pose des questions plutôt comment gagner les rapports de force, plutôt que qui va le gagner. Vous voyez, je déplace le problème, je déplace la question. Lucien Cerise, je rappelle les titres de vos principaux ouvrages: Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN 2017, et Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale 2016, et également cette postface pour Pierre-Antoine Plaquevent, Rose et la société ouverte. Merci Lucien Cerise d'être venu sur notre plateau. Merci pour cette invitation, avec plaisir.